La troisième et dernière arme, c'est le mépris total pour les opposants. Regardez le mépris dans lequel les opposants sont cantonnés depuis un demi-siècle. Regardez, je parlais tout à l'heure du référendum de 2005. Le référendum de 2005 est un exemple. Regardez, alors on n'a pas le temps de le faire, vous n'aurez pas le temps de le faire et pas le courage, ce que je comprends, mais ce qui était dit en 2004-2005 sur les gens qui s'opposaient donc à ce fameux référendum sur le traité de Lisbonne était considéré comme des moins que rien. Ils étaient en dehors du système, c'était vraiment des gens infréquentables. Et le référendum de 2005, c'est incroyable que les Français aient voté contre avec un pilonnage des opposants aussi violent. Voilà. Donc un mépris pour les opposants. On l'a vu avec les manifestations géantes pour la loi Taubira. Bon, il suffit de regarder ce que disaient les médias, quelques dizaines de milliers de manifestants. Il y en avait 1,4 million, mais ça n'était pas très grave. Et puis, vraiment des manifestations très violentes qui se terminaient par 200-300 arrestations dans les sinistres geôles de la République, et il n'y avait pas une tasse de café cassée. C'était des manifestations totalement pacifiques, familiales. Donc, un mensonge complet. Et puis, regardez un autre exemple, sur l'euro aujourd'hui. Bon, je suis désolé, mais il y a quand même 7 prix Nobel qui régulièrement disent l'euro est une catastrophe pour l'Europe. C'est une catastrophe pour l'Europe. Bon, ils le disent, 7 prix Nobel d'économie. Il y a un garçon qui s'appelle Jacques Sapir, que vous connaissez sûrement de nom, qui est un europhobe invétéré. Lui pense que l'euro est une véritable catastrophe. C'est un économiste reconnu, il a écrit 10-20 bouquins, j'en sais rien. Alors, le problème, c'est que dès qu'on est contre l'euro, on est classé facho extrême droite. Le problème de Jacques Sapir, c'est que c'est un garçon de gauche, et très à gauche. Alors, que dit le système politico-médiatique? Jacques Sapir, c'est un homme de gauche, donc ça nomme bien, mais il flirte avec l'extrême droite, et ça, c'est pas bien. Et donc, on ostracise par un flirt. À ma connaissance, il n'a jamais flirté, je connais Jacques Sapir, il n'a jamais flirté avec le Front National. Au contraire, c'est un pourfendeur systématique du Front National. Mais sur un sujet comme l'euro, il faut l'ostraciser. Tant pis pour Jacques Sapir. Et donc, on est là dans le mépris le plus complet. Oui, un pays est toujours capable de respecter ce genre de trajectoire. Ça dépend tout simplement de savoir quel est le niveau d'austérité qu'il consent à s'infliger. Si on veut ramener les dépenses sociales au niveau de ce qu'elles sont en Grèce, on arrivera bien entendu à respecter ce type de, si vous voulez, ce type d'indicateur. Le problème, c'est compte tenu de la situation actuelle en France, compte tenu de l'état général tant politique que social de la situation, est-ce que cela est crédible politiquement? Et c'est bien sûr sur la crédibilité politique que j'ai les plus grandes réserves. On peut décider que l'on va réduire dans les dépenses militaires, mais ce n'est pas vraiment la situation la meilleure pour le faire au moment où l'armée française est engagée contre Daesh, contre l'État islamique au Levant, en Syrie et au Levant, et dans toute une série d'autres opérations. Alors, on peut aussi décider qu'on va diminuer les investissements qui sont faits par l'État, sauf qu'on sait très bien qu'à ce moment-là, cela va provoquer une récession encore plus forte que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, le seul point sur lequel on puisse réellement trouver ces 28 milliards d'économies, eh bien, ce sera sur les dépenses sociales, sur les retraites, sur les dépenses de santé, etc., etc. Bon, est-ce que les Français sont prêts aujourd'hui, alors qu'on est dans une logique de réduction de ces dépenses continue depuis 2011-2012, est-ce qu'ils sont prêts à accepter une nouvelle diminution? C'est de cela dont je ne suis absolument pas sûr. Les critères qui sont fixés par la Commission européenne ne sont pas justes parce que, d'une certaine manière, on sait bien, par exemple, qu'en intervenant en particulier en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, la France défend l'Europe. Et donc, il serait juste, il serait logique que l'Europe ne compte pas ses dépenses dans le déficit français ou qu'elle donne de l'argent
à la France pour faire cette tâche. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la question. Nous sommes purement dans une logique comptable. On voit très bien que la Commission européenne ne regarde que la dimension comptable d'un budget, elle ne regarde absolument plus et sa dimension stratégique et sa dimension économique. Et la véritable question, c'est, là encore, est-ce que le gouvernement français est prêt à accepter le diktat de Bruxelles ou pas? Alors, je pense que le gouvernement français va l'accepter. Je ne pense pas que les Français, en tant que peuple, l'accepteront. Eh bien, Monsieur le Président, il me vient à l'esprit une citation du grand philosophe américain Murray Rothbard qui dit « L'État est une institution de voleurs, à l'extrême. L'imposition est simplement un système dans lequel les politiciens et les bureaucrates volent l'argent de leurs citoyens pour le dilapider de la plus honteuse façon. Cet endroit n'est pas une exception. C'est fascinant et je me demande comment vous arrivez à garder votre sérieux tout en parlant d'évasion fiscale. La commission dans son intégralité et les bureaucrates de la commission ne paient pas d'impôts. Vous n'êtes pas assujettis à l'impôt au même titre que les citoyens. Vous avez toutes sortes d'avantages. Taux d'imposition converti, plafond d'impôt sur les grandes fortunes, retraite non imposable. Vous êtes les champions de l'évasion fiscale en Europe et pourtant vous êtes là assis à donner des leçons. Mais bon, les gens de l'Union européenne ont compris le message. Vous allez bientôt vous rendre compte que les eurosceptiques vont se faire de plus en plus nombreux en juin prochain. Et je vais vous dire encore pire. Quand les gens se seront vraiment rendus compte de qui vous êtes, il ne leur faudra pas longtemps pour prendre cette chambre d'assaut et de vous pendre. Et ils auront raison. C'était donc ma deuxième observation. Alors, ma troisième observation, et j'irai très vite pour arriver à la quatrième observation, quelle mesure peut-on prendre, comment peut-on envisager 2017 ? Eh bien, quel est le résultat de tout ça? Des fondements sur lesquels ont été bâties toutes les situations que nous vivons actuellement, et puis les armes utilisées. Ben, il est évident, et c'est presque mécanique, que ça ne peut être qu'une catastrophe. Parce qu'on n'a jamais construit quelque chose de très positif sur des armes aussi catastrophiques que le mensonge, la violence et le mépris, et sur des fondements qui sont aussi catastrophiques que les fondements que je décrivais tout à l'heure. Vous, pardonnez-moi, vous évoquiez à l'instant le secteur pétrolier. Est-ce que c'est pas aussi le prix à payer? On parle de 3 mois seulement pour le moment. Le prix à payer pour se donner une chance, aux Européens de se faire entendre. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas mélanger les Européens et l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les États-Unis pour faire prendre par les nations européennes des décisions contre leur propre intérêt. Puisque ces décisions, bien sûr, vont aller contre l'intérêt des pays européens et bien sûr des milieux d'affaires. Donc là, effectivement, l'Union européenne fonctionne bien, puisqu'elle a permis aux États-Unis, qui ont créé l'Union européenne, de faire prendre des décisions qui vont contre les intérêts des nations européennes, que ce soit dans le domaine de l'armement pour la France, qui est capitale, dans le domaine pétrolier, qui est capital pour toutes les majors pétrolières européennes. Et même, il faut voir une chose, c'est qu'appauvrir la Russie, c'est extrêmement nuisible pour l'économie européenne, puisque l'Union européenne, enfin les Européens en général, ont besoin d'une Russie riche qui puisse leur acheter des produits manufacturés, et notamment en Allemagne. Donc la situation, elle est franchement catastrophique. Sur le plan politique, je prendrai simplement quelques exemples. Rejet complet de la classe politique. 80% des Français, de façon répétitive dans tous les sondages récents, disent le plus grand mal de leur classe politique. Ça n'est pas moi, c'est 80% des Français. Aucun grand sujet n'est traité aujourd'hui. Rien. Rien. Vous cherchez un traitement sérieux d'un grand sujet, vous ne le trouverez pas. C'est impossible. Alors vous allez me dire, ah, il y a une exception, c'est la loi Khomri. Peut-être. Peut-être que c'est un grand sujet, la refonte du droit du travail. Je pense d'ailleurs que c'est un grand sujet. Quand on voit la façon dont tout ça se passe, on voit qu'en tous les cas, le sujet n'est pas très bien traité. Mais c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Et puis, on peut se dire que sur le plan politique, on arrive à une sorte de dictature larvée. Parce que, je suis désolé, mais quand les 2 derniers sondages sur Schengen disent que 82% des Français veulent la suspension immédiate des accords de Schengen, et quand la classe politique n'ouvre même pas le dossier, moi j'appelle ça une forme de dictature larvée. Parce que je suis désolé, la classe politique est payée par nos impôts,
Elle est là pour faire ce que souhaitent les Français. C'est quand même une règle de base de la démocratie. Et là, la classe politique se moque éperdument, et on en reparlera tout à l'heure sur des mesures essentielles, de ce que pensent les Français. L'objectif, ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Oui, parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. La France est diverse, multiple, colorée, métissée. Le métissage, la mixité, le mélange, c'est ça la France. Ségolène Royal qui veut une république métissée. Quand a été assumée la question de la république métissée. Pour que du métissage des cultures naissent des idées neuves, des créations inédites, des combinaisons inattendues. La France a métissé les cultures, les idées, les histoires. J'aime la politique quand la France métissée s'y reconnaît. Cette idée du métissage. La France métissée. Métissage, mélangez-vous en formant un vrai sans métis. Dans une mémoire nouvelle, dans une mémoire républicaine, dans une mémoire métissée. La République métissée. Et pour moi, la République métissée... La France qui a su métisser ses cultures et ses histoires. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe. Eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Mes grands-parents sont venus d'Allemagne au moment où Hitler était au pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui pour les réfugiés, ça a une résonance très forte pour les Juifs de France. Les livres d'histoire sont en train de s'écrire. On écrira un jour, mais très vite, dans quelques années, l'histoire de l'Europe avec un chapitre qui dira que nous avons laissé la Méditerranée devenir un cimetière marin, devenir un charnier. Il y a par conséquent peut-être une inquiétude française sur la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à l'immigré, où on essaye de ne pas regarder en face ce qui a réellement fabriqué l'histoire de France. C'est pas seulement la vie ou la mort d'êtres humains étrangers, c'est aussi qui nous sommes qui se joue aujourd'hui. Qui nous sommes? Est-ce qu'on va laisser les tentations du repli, de la fermeture, des barbelés s'emparer de notre pays ou non? Il s'agit de recevoir dans de bonnes conditions ceux qui demandent l'asile. Et l'asile est un droit. Et aujourd'hui, la France n'est pas submergée. L'accueil des réfugiés, c'est ce que nous avons signé à Genève dans la Convention et qui nous oblige, non seulement c'est un devoir moral, mais c'est une obligation légale. C'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation internationale à laquelle nous avons souscrit. Et disons-le, c'est l'honneur de la République. Il faut le faire, il faut absolument les faire entrer. La clé, c'est de créer les conditions de l'accueil et j'y travaille. Et je tiens à dire que cette stratégie est une stratégie religieuse, messianique, qui a été élaborée dès le Moyen-Âge. On retrouve des textes... Ouais, c'est ça, dans votre livre, Occident Islam, c'est justement le... Il y a un texte qu'on trouve au Moyen-Âge, un texte important que j'analyse, qui parle très clairement du terrorisme en disant que les fils d'Ismaël, c'est-à-dire les musulmans, provoqueraient des troubles dans le monde et qu'en réponse à ces troubles-là, les fils d'Édom, c'est-à-dire les Européens, attaqueraient Ismaël, qu'ils chasseraient de Palestine. Nous y sommes. En ben David Ba'ad, Shetipol Edom, Amezalzelim be Israël. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Adam Gadam, le soi-disant Al-Qaïda américain, qui s'est autoproclamé le spécialiste média pour Al-Qaïda, qui a aidé à produire beaucoup de ces soi-disant vidéos d'Al-Qaïda sur Internet. Ça a contribué à la haine des musulmans, tout ça, parce qu'il montre qu'Al-Qaïda est méchante, que les musulmans sont méchants. Should you fail to comply in full, we will deem it sufficient justification
to continue to fight and kill Americans. Et puis on a finalement découvert que le véritable nom d'Adam Gaddan était Adam Perlman, qui n'était pas non seulement juif, mais aussi le petit-fils d'un membre du conseil de l'Anti-Defamation League. On est insulté à la Knesset d'Israël par les Arabes. Ils disent « Vive le Hamas, vous êtes des meurtriers », ils prennent 37 000 shekels. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas à fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Je t'ai énervé ce matin, je suis désolé. C'est simplement d'abord par deux histoires juives, avant de passer sur des choses moins drôles. Et alors, il n'y a plus rien de plus terrible avec les histoires quand les autres, on les connaisse, parce que c'est très ennuyeux. La première, c'est deux vieux juifs sur un banc à Montevideo qui sont là exilés après la sortie des camps, un dimanche après-midi, ils s'ennuient à mourir. Il y en a un qui dit, pour un long moment de silence, « Tu as vu, le Brésil a battu l'Argentine 2-0 au foot. » Et après un quart d'heure de silence, l'autre répond, « C'est bon pour nous ?» Je dis ça parce que je pense qu'en filigrane, vous allez vous poser cette question tout au long de ce que je vais dire. Est-ce que c'est bon pour nous? Situation économique, eh bien, c'est une véritable débâcle. La dette qui continue de s'accroître chaque année de 50 à 100 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 2100 milliards d'euros. Mais pourquoi pas 3000? Pourquoi pas 2500 milliards d'euros? Pourquoi pas 4000 milliards d'euros? Tout le monde s'en moque éperdument. Parce que ce n'est pas le sujet. Il me semble que sur la malfaisance de ce qui s'est passé en 73, la malfaisance d'avoir abandonné la création monétaire, moi je vois un État ruiné. Ruiné. Donc l'État, il faut comprendre que les riches ont beaucoup à craindre d'un État fort, qu'ils ne contrôleraient pas. Et donc, dans leur stratégie, et on le voit partout dans le monde, ceux qui s'appellent libéraux s'attachent à détruire les États. Et pour les détruire, une des bonnes façons, c'est de le ruiner. Alors, le ruiner en le privant de ses ressources. Et Galbraith souligne très bien que toutes les grandes crises sont précédées de la diminution de l'impôt des plus riches. C'est un marqueur pour savoir quand ça va péter. Regardez, quand les riches commencent à voir leurs impôts qui descendent fortement, c'est qu'on est en train d'arriver au bout, le moment où il va y avoir une crise. Et il a raison, Galbraith, je trouve que ça colle. Là, vous voyez qu'en ce moment, les riches, très souvent, les riches ne payent pratiquement plus d'impôts du tout. Et donc, quand les riches ne payent plus d'impôts du tout, il faut se rendre compte de ce que ça représente comme gouffre, comme ressources qui manquent à l'État. Donc, sur le plan des ressources, on ruine l'État en le privant de ses ressources, mais aussi en l'endettant et en lui faisant payer un intérêt sur sa dette, on lui colle des charges supplémentaires, on lui colle des dépenses supplémentaires. Il faut se rendre compte aujourd'hui que l'intérêt de la dette, juste pas le remboursement de la dette, juste l'intérêt nous coûte à la France, donc un des pays parmi les autres, ça nous coûte 45-50 milliards par an. D'euros. C'est considérable. C'est 50 milliards juste pour une dette, j'insiste, pour une dette c'est juste l'intérêt non nécessaire. Une dette qui n'est pas nécessaire. Si l'État avait gardé surtout le droit de créer la monnaie dont il a besoin, le droit d'emprunter auprès de sa banque centrale, ce qui veut dire le droit de créer la monnaie dont il a besoin, il n'aurait pas besoin de payer ses intérêts. Or, le montant des déficits, André Jacques Holbeck, qui a écrit un petit livre important pour comprendre, qui est simple, il est court, ce petit livre-là, il en a écrit un autre qui est bien aussi, La dette publique, une affaire rentable, et Argent, dette et banque. C'est deux bons André Jacques Holbeck, deux bons petits bouquins qui vulgarisent bien, qui permettent de bien comprendre. Bien. Alors lui, il a fait un travail qui n'est pas facile parce que les chiffres sont plus tous disponibles, donc il faut partir à la pêche aux chiffres. Mais depuis 1973, en gros, les dépenses publiques n'ont pas augmenté. Les dépenses publiques
n'ont pas augmenté. Sont en pourcentage à peu près les mêmes toujours. Et donc, alors, mais qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus endetté? Vous regardez, c'est le service de la dette. C'est-à-dire que le montant du déficit au début, en 73, la dette n'était pas importante, et le service de la dette n'était pas important, et le déficit n'était pas important. Et puis, année après année, le déficit, il correspond en gros mais c'est quand même étonnamment proche, c'est l'ordre de grandeur. Le déficit de la France, de l'État France, correspond en gros, chaque année, au service de la dette. En diminuant les ressources de l'État, en augmentant ses charges. Et en prenant la décision, chaque année, il faut se rendre compte que les parlementaires, chaque année depuis 1973, ont pris la décision de ne pas équilibrer ce déficit croissant, ils auraient pu l'équilibrer en diminuant les dépenses ou en augmentant les impôts. Ils l'ont pas fait, ils ont laissé filer la dette. Et on nous dit aujourd'hui, les parlementaires ont été laxistes. On nous dit ils n'ont pas été courageux. On nous dit ils ont fait ça pour être réélus, pour pas être impopulaires. C'est possible, j'y crois pas. Je n'y crois pas. C'est possible. Je trouve que ça correspond tellement cette décision, année après année, de laisser filer une dette qui va enfermer l'État dans les pattes de ceux qui lui prêteront de l'argent plus tard, et quand ça va être tellement important que l'État va dépendre de ces gens-là, ça correspond tellement aux intérêts de ceux qui financent l'élection des élus, que j'ai du mal à croire que ce soit une coïncidence, quoi. Je sais bien que c'est complotiste, que c'est paranoïaque... N'empêche que ces parlementaires qui, depuis 1973, à gauche comme à droite d'ailleurs, à gauche entre guillemets, comme à droite entre guillemets, ont laissé filer la dette, je trouve que c'est quand même un peu facile de les absoudre en disant ils n'ont pas été courageux, ils l'ont fait pour être élus. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État. Ça ressemble plus à une mise en coupe réglée de l'État et qui est compatible avec la destruction des nations qui vient avec l'Union européenne, qui va dans le même sens. La fabrication de l'Union européenne va dans le même sens de la destruction de cette nation, de cet État que nos grands-parents révolutionnaires en 1789 ont construit pour s'émanciper, pour s'arracher du joug de l'Ancien Régime. Et on est en train de se faire piquer, la nation et l'État, par ceux qui étaient les privilégiés de l'Ancien Régime, quoi. Hein. Je veux dire, c'est une contre-révolution. Et il y a des tas de gens qui écrivent des livres importants en les intitulant contre-révolution. Ce qu'on est en train de vivre, c'est une contre-révolution. Les privilégiés d'il y a 200 ans sont en train de gommer ce qu'on a gagné en 1789 et à l'époque. Depuis 4000 ans, chaque société trouve que les dettes augmentent plus rapidement qu'elle ne peut les rembourser. Le problème, c'est que ces sommes sont dues à une petite oligarchie de 10% de la population en haut de l'échelle. Il faudrait annuler la dette envers cette minorité, mais ce n'est pas ce qui se profile. C'est elle qui décide. Elle préfère priver les 90% de la population du droit de vivre que de se priver de l'argent qui lui est dû. Elle préfère dépouiller la planète et décimer la population pour être payée, plutôt que de renoncer à son dû. C'est le combat politique du XXIe siècle. À Wall Street, j'ai travaillé comme économiste spécialisé dans la balance des paiements pour la banque Chase Manhattan dans les années 60. Ma première mission était de calculer le montant de la dette que les pays du tiers-monde pouvaient rembourser. La réponse était « Combien gagnent-ils » Ce qu'ils gagnaient, c'était ce qu'ils pouvaient verser comme intérêt. Et notre objectif était de prendre la totalité des gains d'un de ces pays et de dire « Tout ça nous revient, ce sont nos intérêts ». Ne venez pas me raconter vos malheurs. J'entends ça tous les jours. Et très franchement, ça me fatigue. Les faits sont là. En 1973, notre banque vous a accordé un prêt. Et vous ne l'avez toujours pas remboursé. D'accord, vous avez reversé la somme prêtée, mais pas les intérêts, qui à ce jour s'élèvent à 9 fois le montant initial. 9 fois.
Alors il faut vous secouer. Les temps sont durs. On doit tous faire des efforts. Et inutile de me regarder comme ça. Nous sommes une banque, pas une œuvre de charité. La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique, ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui lui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne. C'est tout, vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. C'est simplement une folie complète, mais ce n'est pas le sujet. Le jour où la folie va nous exploser à la figure, on ne rigolera plus du tout. Regardez la croissance. La croissance, ça fait 15 ans qu'elle est beaucoup trop faible, et l'année prochaine, je vous garantis qu'elle sera extrêmement faible et que le chômage, du coup, augmentera. C'est obligatoire. Mais on va vous expliquer que la croissance va redémarrer parce que ceci ou cela. Pur mensonge, la croissance est catastrophique en France depuis des années. Nous avons un chômage qui n'est pas du tout de 10%, il est de 22% si on prend toutes les... C'est parce qu'on ne prend que les lettres qui vont bien, c'est-à-dire A et B, mais moi je vais à A, B, C, D. Et à ce moment-là, on est à peu près à 22% de chômage, une paille. On s'approche du quart de la population qui est peu ou prou au chômage. Parce que je suis désolé, mais le chômeur, c'est celui qui ne trouve pas de job, c'est celui qui trouve un job à temps partiel, alors qu'il veut travailler et qu'il a besoin de travailler à temps complet. C'est celui qui est complètement sorti du système et qui ne va plus nulle part et qui fait partie évidemment des chômeurs, etc. etc. C'est l'OCDE qui le dit lui-même, on est autour de 22%, une paille. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays.
Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appellent gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais ce n'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de ne pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Et puis le système financier, je m'arrêterai là, on dit les banques françaises sont solides. Ah bon? Les banques françaises sont bourrées de titres de dette publique. Or, les dettes publiques sont irremboursables. Les banques françaises sont vraiment solides. Le jour où il y a une panique sur les dettes publiques, toutes les banques françaises sautent, sans exception. Je pense que le système sera suffisamment intelligent pour faire perdurer jusqu'à je ne sais quand. Sur le plan social, c'est une véritable catastrophe. On est maintenant dans un communautarisme exacerbé. Les riches contre les pauvres, les agriculteurs contre les citadins, les retraités contre les actifs, les immigrés contre les Français de souche. C'est une véritable catastrophe sur le plan, véritablement, de la cohésion. Voici Clémentine Autain du magazine Regard, voici Elisabeth Lévy du magazine Causeur. Toutes les semaines, elles débattent sur yahoo.fr. Et en fin de semaine dernière, c'est de ça dont on va parler maintenant, le Conseil français du culte musulman, donc, qui représente les musulmans de France, a demandé solennellement au président Hollande de faire une déclaration solennelle face à la montée de l'islamophobie en France. Il faut dire qu'on a ce sondage que publiait récemment, sondage IFOP que publiait récemment Le Figaro, qui, sous certains aspects, peut évidemment paraître très inquiétant. 43% des Français s'inquiètent de la place grandissante de l'islam dans notre pays. Alors, ma question est simple, est-ce qu'il faut qu'Hollande fasse cette déclaration solennelle, Madame Lévy? Non. Alors moi, je pensais que la question allait être comment va-t-on lutter contre l'islamophobie? Et j'aurais voulu vous répondre que pour lutter contre l'islamophobie, on n'a qu'à commencer par interdire le livre de Mohamed Merah, parce que ça risque de nourrir l'islamophobie. On n'a qu'à supprimer la
la protection policière de Charlie Hebdo, parce que le fait qu'on doive les protéger, c'est-à-dire que des gens puissent les attaquer, pourrait nourrir l'islamophobie. Pour répondre à votre question directement, le mot islamophobie, je l'ai déjà dit ici, est un mot piégé qui mélange deux choses, d'accord, et qui essaye de confondre, qui essaye d'interdire l'une au prétexte d'interdire l'autre. Ce qui est intolérable, d'accord, que ce soit des juifs, des musulmans, des noirs, des blancs, ce que vous voulez, c'est la détestation des individus, la haine des individus et l'hostilité pour les individus. Mais ce que prétend interdire l'islamophobie, c'est pas ça. On a le droit de ne pas aimer l'islam, comme on a le droit de ne pas aimer le judaïsme, comme on a le droit de ne pas aimer le communisme, le libéralisme, le socialisme ou l'écologisme. On a le droit de ne pas aimer la culture musulmane ou la culture juive. C'est un droit de l'homme constitutionnel, d'accord. Et au prétexte, oui, ça s'appelle la liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est dans la Constitution, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc moi, si j'ai envie de ne pas aimer l'islam, c'est mes oignons. Et c'est le cas. J'aime pas certaines expressions de l'islam et je trouve qu'aujourd'hui, moi je l'essentialiserai pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des histoires, si vous voulez, des doctrines, des religions, etc. Je ne trouve pas que l'islam soit aujourd'hui, globalement, ni à l'échelle mondiale, ni en France, dans une phase que je trouve très attractive, très ouverte, très rayonnante. Je trouve aujourd'hui que sur plein de points, il y a un problème. Et je voudrais quand même... Donc Hollande ne doit rien dire. Peut-être, il faut dire une chose, pas sur l'islamophobie. Il faut dire une chose sur le fait que les musulmans... Je veux dire que l'hostilité envers les musulmans, parce qu'ils sont musulmans, est intolérable. Mais il y a quand même une chose qui est un peu indécente dans la façon dont ça a été fait. Pourquoi ? Non, dans la façon dont ça a été demandé. Et après, Clémentine. D'accord, excusez. Elle commence à je finis juste. C'est que, et là, moi, j'ai été quand même très frappée par ce que raconte le grand frère de Mohamed Merah dans son bouquin qui va sortir. Il y a eu pas mal d'extraits qui dit « On a été élevé dans la haine des Juifs ». Et ça ne concerne pas seulement Mohamed Merah. Non, mais je suis d'avril, Clémentine ne veut pas le voir, d'accord. Je veux dire, l'antisémitisme est aujourd'hui, et c'est pas la seule chose, l'antisémitisme, la haine de l'Occident est un peu, pas chez tous, évidemment, mais dans nos banlieues, c'est assez répandu. Donc je trouve qu'il faut quand même faire attention. Je veux dire, et moi, le jour où la majorité silencieuse se lèvera pour dénoncer ça, je veux dire, oui, oui. Ça me rend dingue. Qu'est-ce qui vous rend dingue Que c'est pas vrai ce que je raconte ? Je pense que quand il y a un acte antisémite qui se produit, il y a en effet des voix qui s'élèvent, et la mienne, on peut la mettre dans le pot, il n'y a aucun problème, pour dénoncer ce type d'acte antisémite. Il y a quelques semaines... silencieuse des musulmans. Voilà. Il y a quelques semaines, par exemple, un homme a brandi un fusil à la sortie d'une mosquée à un moment donné où il y avait une fête religieuse. Ça n'a fait s'élever aucune voix. De la même manière, il y a une femme qui portait un niqab. Il y a une femme qui portait un niqab. Il y a un type qui l'a tabassée à coups de bâton parce qu'elle portait un niqab. Ça ne fait s'élever aucune voix. Donc moi, je pense que le président de la République s'honorerait à avoir une parole pour dire quelque chose sur ce sujet-là. Je rejette le terme d'islamophobie parce que je pense qu'il ne... Je ne crois pas que nous soyons d'accord, mais le terme ne me plaît pas du tout. Moi, je me réserve le droit, et quiconque a le droit de critiquer l'islam, comme je peux critiquer toutes les autres religions. Et c'est pas parce que je critique une religion que je dois être... les croyants. Je déteste. Non, faisons. Voilà. Donc je n'aime pas ce terme, mais comme je n'aime pas le terme d'anticommunisme, où dès qu'on critique le communisme, on devient anticommuniste. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui dans notre société une façon de traiter les musulmans qui est insupportable. Et il y a un trait d'égalité. Je peux terminer, je vous ai laissé. Non, mais justement, il n'y a pas un islam, il y a des islams. Et tous les musulmans ne sont pas des terroristes en puissance. Et quand je vois ces dernières semaines les unes de l'Express, Le Point, Marianne, Valeurs Actuelles, cet islam sans gêne, la peur de l'islam, les convertis d'Allah, pourquoi l'islam fait peur. On en a une toutes les semaines. Le Parisien qui nous a fait un numéro... C'est totalement amplifié, et d'ailleurs je ne sais pas quelle est la réalité. Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens comme vous qui amplifie ce problème-là. Tu ne le sais pas parce que tu ne veux pas le savoir. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qui consistera à dire qu'il y a des ennemis de l'intérieur dans notre pays et en Europe, et qu'il y aurait une guerre à mener contre la culture musulmane. Moi, je suis navrée. Je vois que certaines manifestations de l'islam... J'aimerais bien pouvoir terminer par ailleurs. Et je pense que le message qui est adressé, on n'est vraiment pas d'accord là-dessus, le message qui est adressé aux musulmans de toutes parts, c'est « vous n'êtes pas chez vous ». Et vous n'êtes pas
comme nous. C'est ça qu'on leur dit en permanence. On leur demande de faire des preuves de tout, qu'ils sont capables de nous ressembler et d'être comme nous. Ils ne sont pas d'ailleurs un tout uniforme. Il y a des cultures dans ce monde musulman et ils ont droit au respect et ils ont droit de ne pas être stigmatisés comme des ennemis d'intérieur. Toutes les cultures et toutes les pratiques n'ont pas le droit au respect. Non. Je ne respecte absolument pas les gens qui refusent l'égalité entre les hommes et les femmes. S'il y a des musulmans... Ah bon, dis donc, dans la République française, il y a un paquet de gens que vous devriez ne pas respecter. J'ai parlé de pratiques. Les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 dans lesquels il y a 3 nanas qui se battent en gueule, vous pensez quoi de ça? Vous pensez quoi ça? C'est l'égalité, ça? C'est l'égalité, ça, Madame Lévy? C'est marrant, dans les banlieues, ça vous dérange pas l'inégalité entre les hommes et les femmes. On vous a jamais entendu en parler. Alors, vous plaisantez, Madame Lévy. Et chez les bourgeois, vous croyez que les viols collectifs, ça n'existe pas? Chez les bourgeois blancs? Mais qui vous allez convaincre comme ça? Écoutez, il y a un problème, je crois qu'il y a un problème avec certaines manifestations de l'islam, que malheureusement, la majorité silencieuse des musulmans, je parlais de cette majorité-là, je veux dire, j'aimerais la dénoncer plus vigoureusement. Or, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que vous leur faites peur. Ah, c'est moi qui leur fais peur. Vous leur envoyez une image d'eux-mêmes qui est insupportable. Mais c'est marrant, on dirait que vous n'avez pas la télévision, que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire, la simple idée qu'on puisse vous dire... La télévision, c'est à ce point-là le reflet de la réalité du monde. D'accord. Un petit peu plus subtil que ça. Non mais vous voyez pas ce qui se passe en Tunisie, vous voyez pas ce qui se passe en Égypte, vous voyez pas ce qui se passe en Irak. Il y a un complot, c'est ça que vous dites? Mais oui. J'ai pas dit qu'il y avait un complot, j'ai dit qu'il y a un problème avec certaines manifestations de l'islam quand l'islam est majoritaire. Excusez-moi, c'est un désastre. Et c'est vrai qu'en France, oulala, on n'est pas loin. Et dans nos banlieues, excusez-moi, c'est un désastre. Oui, je suis navrée de vous le dire. Quand c'est majoritaire, je suis navrée de vous dire que ça ne se passe pas bien. Je ne vois pas pourquoi il ne faudrait pas le reconnaître, parce que ne pas le reconnaître, c'est refuser de le traiter, et c'est surtout laisser la majorité, effectivement, de nos concitoyens musulmans se faire emmerder parce qu'il y a une minorité ou des expressions, qui sont, à mon avis, contraires à notre culture. Voilà, alors il ne faut pas parler d'islamophobie, mais il faudrait aussi enlever le terme d'islamisme, parce que précisément ce terme, non, je sais bien, mais ce terme-là qui est dans toutes les bouches, vise justement à ramasser et à donner une vision, parce que les unes dont je vous parlais, il y a les images qui vont avec, et au fond, c'est la masse des musulmans qui est assimilée à sa branche intégriste. Vous n'avez pas de mot pour dire intégriste catholique. Vous n'avez pas de mot pour dire... C'est quoi? Benoît XVI. Vous dites un mot pour dire intégriste catholique? Dites-moi, vous avez l'équivalent d'islamisme, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous dites des intégristes catholiques. Vous pensez vraiment que... Vous pensez qu'il y a... Mais c'est marrant, j'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, donc, d'islamisme. Ça n'existe pas. Dans le monde, ça n'existe pas. La confusion politique-religieuse. La confusion politique-religieuse n'existe on va mettre un terme à ce débat. Les problèmes dans les hôpitaux, ça n'existe pas. Les problèmes à l'école, ça n'existe pas. L'antisémitisme dans les banlieues, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qui existe, Clémentine, dans le réel? Mais c'est juste que qu'est-ce qui existe? C'est juste que le réel est amplifié par la vision que vous en donnez et qu'il y a d'autres problèmes. Mais pour l'instant, vous avez répondu sur rien. Mais vous me laissez même pas le temps de Laissez-la répondre. terminer, Je vous dis juste que je ne suis pas d'accord avec votre lecture du réel. D'accord. Voilà. Je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui en France, majoritairement, une menace pour notre République de terrorisme islamique ou d'intégrisme islamique. Quand les profs racontent qu'ils ne peuvent pas faire cours sur un certain nombre de choses, qu'ils se font emmerder quand ils font le cours sur les religions, qu'ils se font emmerder quand ils font le cours sur le nazisme, qu'ils se font emmerder dans les cours de sciences ou dans les cours de gym, qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, je vais vous répondre que je pense que plus on donnera la parole à des gens comme vous et plus ce sera le discours dominant, plus vous aurez des problèmes dans les classes. D'accord. Eh ben, c'est donc exactement le problème n'est pas de la faute de ceux. Le problème, ça n'est pas les antisémites, c'est ceux qui le dénoncent. Si on ne comprend pas que la religion... Si on ne comprend pas que l'islam n'est pas une religion majoritaire, de paix et de tolérance. Non, c'est pas ça que je viens de dire, et je ne pense pas que les religions, en règle générale, quelles qu'elles soient les facteurs de progrès humain. Je ne crois pas ça, bien entendu. Ça n'est pas ma culture politique. Mais je dis juste que ne pas comprendre que l'islam est aujourd'hui corrélé avec un rapport dominant-dominé à travers le monde et en France, ce n'est pas une culture majoritaire, c'est une culture de dominé. Et plus on les stigmatise, plus on leur fait ça, plus vous allez voir que l'intégrisme va monter. Vous êtes là, c'est fini. Social qui est tellement évident que la question ne se pose même plus. Et on n'en parle jamais, on n'en parle plus, parce que finalement ça n'intéresse plus personne. Le seuil de pauvreté aujourd'hui, défini par les organismes internationaux, il touche 20% de la population française aujourd'hui. Moi d'ailleurs je pense que c'est plus. Mais disons, gardons le chiffre officiel. 20% de la population française est sous le seuil de pauvreté. Ça ne s'était jamais vu dans l'histoire de France, en tous les cas du dernier demi-siècle.
Donc, on voit bien que c'est, sur le plan social, quelque chose qui ne fonctionne plus. Sur le plan moral et culturel, alors là, c'est un véritable désastre, parce que le système politico-médiatique s'est mis dans la position d'être le chantre de toutes les, entre guillemets, avancées sociétales. Voilà. Donc, c'est très simple, on détruit tout ce qui gêne, grosso modo, la jouissance individuelle, et on en arrive à des formidables régressions. Comment peut-on avoir des gens dits intelligents, ayant des responsabilités dites politiques, ou bien dites des responsabilités politiques, qui osent dire que la GPA ne pose pas de problème, alors que la GPA est un esclavage pur et simple. Comment peut-on accepter que des femmes indiennes pauvres donnent naissance à des enfants qui seront achetés 20, 30, 100 000 euros? Mais c'est un pur scandale. Mais on devrait normalement, je suis désolé, mais on devrait être sur la place Garibaldi et faire une manifestation. C'est insupportable. On achetait, tout à l'heure on le fera, après le tango peut-être, après le tango, mais à juste titre, quand on achetait des esclaves noirs, aujourd'hui je ne sais pas ce que ça vaudrait en euros, c'était un scandale. Mais aujourd'hui, on renouvelle l'opération et ce sont les meilleures bonnes âmes qui préconisent cet épouvantable marchandage. Enfin, et dans quel pays vivons-nous? Bon, alors, moi je suis tout à fait pour la procréation médicalement assistée. Je suis aussi pour la gestation médicalement assistée. Oui, c'est ça, la grossesse pour autrui. Oui. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase Oui, que je vais rappeler. Je vais juste la rappeler. Louer son ventre pour faire un enfant, louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence? Alors, même les féministes ont été très choqués, même les pro-mariage gay ont été très choqués. Mais ils ne m'ont pas compris, ni les féministes, ni les pro-mariage gay, ou certains n'ont pas voulu me comprendre. Qu'est-ce qu'on croit que j'ai voulu dire? Que le ventre des femmes était à louer? Que c'est ce qu'il fallait faire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire précisément le contraire, à savoir que les femmes étaient maîtresses d'elles-mêmes et de leur destin, et qu'on ne pouvait pas les empêcher de porter un enfant pour autrui si elles le voulaient. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai dit que, oui, en effet, je reprends la phrase, que de toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine, d'autres pour être ceci. Comme un travail, la maternité, l'enfantement, vous le comparez à une sorte de travail, c'est ça, vous le désacralisez, vous le déshumanisez un peu. Arrêtons, n'employons pas de grands mots, là. Non, je ne veux pas dire ça, je veux dire que les femmes et les hommes, tout le monde a le droit de ce qu'il fait de son corps, de faire ce qu'il veut de son corps. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je veux dire que les femmes sont libres. Voilà. Franchement. Et puis, tout à l'heure, je parlais rapidement de la pornographie, mais regardez, la pornographie, mais c'est une vague déferlante qui envahit littéralement tout l'espace sociétal, les familles, l'espace public, etc. Mais la pornographie est un drame. Il suffit de discuter avec des psychologues, des sociologues qui s'occupent du sujet. Tout le monde le sait, c'est un véritable désastre. Eh bien, le ministre de la Famille ne trouve rien de mieux aujourd'hui que de consacrer tout son temps à quoi? À promouvoir, enfin mettre en œuvre une loi. Ça c'est vraiment important, vous allez voir, c'est fondamental. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être la chose la plus importante. Ouvrir la possibilité aux adolescents de voir des films X dans les salles de cinéma. Ça, c'est vraiment important. Et c'est le ministre de la Famille. Mais c'est à hurler. Moi, je suis désolé, il y a un moment où on a envie de hurler sa colère. Moi, je hurle ma colère, et tant pis si un jour on me dit... enfin bref, on m'ostracise de telle façon qu'on me tue. Parce que c'est vrai qu'à la longue, de hurler sa colère, on est à la fin ostracisé. Donc finalement, on sort du jeu. Alors on verra bien. Pour le moment, moi, je hurle ma colère.
Elles ont à peine 10 ans et se comportent déjà comme si elles en avaient 16 ou 17. De plus en plus de petites filles s'habillent ou se maquillent en Lolita. En bon père de famille, le Premier ministre britannique David Cameron tape du poing sur la table vis-à-vis des chaînes de télévision et des créateurs de mode. S'ils ne rectifient pas eux-mêmes leur production pour les enfants, il les menace de prendre des mesures légales. Culotte léopard, soutien-gorge rembourré, le tout taille 8 ans. Choquant, provocateur ou tout simplement une évolution de la société et des mentalités, depuis 10 ans, certaines marques de vêtements l'ont compris. Les préados représentent eux aussi un marché, des consommateurs en devenir qu'il faut choyer dès le plus jeune âge. Dans les rues de Londres, la démarche ne semble pas troubler plus que ça. Je pense que s'ils veulent en porter, ils devraient avoir le choix. S'ils n'en veulent pas, ils n'en portent pas. Internet, magazines de mode, clips vidéo, l'hypersexualité est étalée au grand jour, poussant des fillettes de 7 à 13 ans à se prendre pour des femmes en miniature. Un phénomène grandissant et qui avait déjà incité le Premier ministre britannique à intervenir personnellement. La sexualisation prématurée de nos enfants va trop loin. Il y a trop de violences arbitraires dans la vie des enfants, trop jeunes pour comprendre l'ironie ou l'imaginaire. Les entreprises doivent comprendre que les parents n'apprécient pas ça et veulent que ça s'arrête. 6 mois après cette intervention, un rapport réalisé par une organisation chrétienne vient d'être remis au 10 Downing Street. Concrètement, d'ici quelques mois, les couvertures de magazines à caractère sexuel devraient être camouflées, les publicités sexy bannies à proximité des écoles. Les clips musicaux seront aussi frappés de restrictions d'âge comme les films. Mais attention, il ne s'agit là que de recommandations, pas d'une loi. Pour certains, il faut donc aller plus loin. Les enfants ne sont pas prêts émotionnellement, ni suffisamment développés pour regarder ça. Les parents doivent savoir que les enfants peuvent être marqués à vie. Ils doivent exercer leur contrôle parental. Un contrôle parental, mais qui, comme le nom l'indique, dépend de la volonté des adultes de contrôler ces lolitas. Un phénomène répandu dans d'autres pays européens. À Paris, ce centre de beauté a ouvert un coin spécial consacré aux fillettes. Manucure, massage, épilation, tous les soins des adultes proposés à des enfants. À 6 ans et demi, Emma vient faire son premier soin des pieds. J'aime bien être belle. Tu ressembles à quoi? Une lumière, parce que ça brille un peu. Si certains parents tentent de préserver la jeunesse de leurs enfants, les marques, elles, semblent avoir toujours une longueur d'avance. La dernière invention vient des États-Unis où l'on propose aux 8-12 ans une crème anti-rides. Alors j'arrive à mon dernier point. Que faire pour 2017? Vous le disiez très justement, cher ami, il y a énormément d'initiatives qui se créent partout. Et je trouve ça absolument formidable, parce que nous ne pouvons pas aborder 2017 avec les mains dans les poches en disant « Très bien, 2017, élection ordinaire, comme 2012, comme 2007, comme 2002, comme 95. » Et en fait, toutes ces élections nous ont mis dans le trou. Parce que ça fait bien un demi-siècle que nous déclinons. Ça ne fait pas du tout, c'est pas du tout Hollande qui nous a fait décliner. Nous déclinons depuis un demi-siècle. Donc, on ne peut pas aborder à nouveau 2017 en disant « Moi, je me contente de voter, j'aurais fait mon job ». Impossible. Nous avons le devoir de nous engager. Donc, votre titre d'association est magnifique. L'engagement, il faut s'engager. Alors, je vais être assez rapide parce que je préférais finalement qu'on ouvre le débat après ça. Je vais très égoïstement vous parler de ce que nous faisons. Pas du tout pour vendre ma soupe, absolument pas, parce que franchement, toutes les initiatives que je regarde, je connais grosso modo tous les acteurs qui font des initiatives et ils font aussi bien que nous, peut-être 10 fois mieux. Donc je n'ai aucune gloriole dans ce que je vais vous raconter, mais c'est plutôt, je vous explique une méthode qu'on a mise en route parce que voilà, elle peut peut-être marcher un peu. Elle peut peut-être changer un tout petit peu le curseur, elle peut peut-être faire en sorte que le bateau France qui va tout droit vers les rochers, alors je ne sais pas si c'était rochers du côté de Nice, beaucoup, voilà, le bateau qui va tout droit dessus, qui est vraiment prêt à s'éventrer, à couler, ben voilà, il peut dévier et ne plus aller tout droit vers les rochers. Donc c'est ça que nous essayons de faire. Donc, en 2 mots, que faisons-nous à la Fondation de services politiques et dans le collectif France Audace? Alors, je fais un tout petit historique, voyant que 2007 était un quinquennat qui s'annonçait perdu, et je l'ai écrit dès 2007,
avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, je me suis dit, il faut que ce soit la société civile qui essaie de peser, parce que de la classe politique, nous n'arriverons pas à tirer grand-chose, le système est trop verrouillé. Donc, j'ai d'abord écrit un livre, avant de créer le collectif François Das, en tant que Liberté politique, Fondation socialiste politique, j'ai écrit un livre qui s'appelait 12 mesures pour 2012. L'idée était d'ouvrir le débat sur 12 mesures qui me semblaient fondamentales. Le débat a été ouvert, et autour de ce livre, j'ai rassemblé un collectif, François Das, avec 120 associations qui représentent grosso modo 2 millions de personnes. Et je voulais absolument que ce soit un gros collectif pour peser sur la classe politique, parce que la classe politique ne connaît qu'une chose, c'est le rapport de force. Si j'arrive, François Biot-Lepner, bonjour, je voudrais vous présenter, passez votre chemin, on a d'autres chats à fouetter. Je représente 120 associations qui représentent 2 millions de personnes, prenez la grande porte, on va vous recevoir tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons bâti un manifeste de 12 mesures, et nous sommes allés voir tous les candidats à l'élection présidentielle de 2012. On a été reçus par tous, sauf l'extrême gauche, pour être très franc. Non, on va quand même pas recevoir des fachos. Moi j'ai dit, ah bon, facho, quand on ouvre des débats, même Chevènement a eu cette terminologie, le grand Chevènement. En revanche, j'ai été reçu par tous les autres. Ça a été très intéressant. Beaucoup ont signé 10, 11, 9 mesures. François Hollande en a signé 0. Et il a tenu ses engagements, il n'a mis en route aucune des mesures que je préconisais. Donc là, je trouve ça magnifique, ça, il a tenu son engagement. Et nous sommes arrivés dans la situation d'aujourd'hui où effectivement j'aurais bien aimé qu'il en prenne une ou deux. Bon, il en a pris 0. Donc on s'est dit juste après les élections, on va recommencer pour 2017, mais là on va être très coercitif. Donc j'ai réécrit un nouveau bouquin, je crois qu'il a été affiché tout à l'heure, Échapper à la mort de la France, ça c'était pour ouvrir le débat. Et nous avons envoyé à 20 000, alors j'ai sélectionné dans les fichiers de la Fondation de services politiques 20 000 noms, de façon aléatoire, et on a soumis 30 mesures à ces 20 000. Alors c'était un questionnaire de 4 pages, il fallait remplir. Bon, chez moi, mes gens qui s'occupent de la communication disaient, bon ben on va avoir un retour d'1 millier de personnes, quoi. On a eu 12 000 retours. Et ça nous a incroyablement enrichis parce que c'était 12 000 personnes qui, en plus de ça, en gros, disaient les mêmes choses. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pour mon livre « Échapper à la mort de la France » qui ouvrait les débats sur une trentaine de mesures de fond. Et pour présenter, on n'allait pas présenter un livre de 30 mesures à la classe politique, un gros livre, donc j'ai écrit un manifeste, le manifeste de la dernière chance, de 20 mesures, avec à la fin un engagement du candidat sur ces mesures, je prends, je ne prends pas. Ça veut dire que le candidat X ou Y, il a ça sur son bureau, et quand je vais aller le voir, je vais lui dire, voilà, vous prenez quoi? Alors il va dire, bah, je prends celle-là, je ne prends pas celle-là. Bon, très bien, maintenant vous signez un engagement sur l'honneur, si vous êtes élu, vous vous engagez à mettre en œuvre les mesures que vous avez signées. Et donc en ce moment, je suis en train de rencontrer les candidats aux primaires des Républicains. J'en ai déjà rencontré 7, il m'en reste 5. Normalement ils sont 12, mais peut-être qu'aujourd'hui il y en a un ou deux plus, parce que ça c'est une marée montante, il y en a de plus en plus. Donc voilà, j'arrive tous les candidats. Et nous allons faire en septembre une campagne de communication nationale de grande ampleur en disant, voilà, le candidat X, sur 20 mesures, il en prend 12, ben, il a 12 sur 20, c'est pas terrible pour redresser la France. Le candidat Y, il a 18 sur 20, celui-là, il est apte à redresser la France. Le candidat Z, il a 7 sur 20, lui c'est un grand nuisible, il ne faut surtout pas voter pour lui. Et nous le dirons comme ça, nous le dirons comme ça. Et quand les primaires seront passées, pour les Républicains, eh bien nous ferons le même travail, mais là pour l'élection présidentielle définitive. Nous sommes en plein dans ce travail, c'est très très prenant, très compliqué. Les candidats en fait réservent plutôt un bon accueil. Maintenant on verra ce qu'ils signent vraiment, on a encore le temps, hein. Les primaires des Républicains c'est en novembre, c'est fin novembre, donc on a tout à fait le temps. Je ne mets pas du tout la pression, je leur dis réfléchissez, j'ai vu les gens qui font les programmes chez eux, etc. Tout va bien, mais j'attends maintenant pour septembre les réponses. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi votre truc là? Il y a quoi dedans? Alors d'abord, j'étais extrêmement vexé parce que ce matin je participais à une petite réunion et je sors le manifeste et quelqu'un me dit Front National.
Ah, Julien Bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez le drapeau français, les chats. Et alors là, j'ai dit à la cantonade, je leur ai dit, ce que vous dites là est épouvantable. Parce que le drapeau français n'existe plus en tant que tel. Il n'y a même plus de nation française. Vous raccrochez ça par une perversion intellectuelle hors du commun à un parti. Je suis désolé, c'est le drapeau de la France, pas le drapeau du Front National. Et alors il faut faire quoi? Alors il faut supprimer le drapeau français, alors on va mettre quoi? On va mettre... alors, on met une carte de la France. Ben non, la carte de la France, ça veut dire qu'il y a des frontières. Alors, voilà. Donc, non, je vous citais cette petite anecdote parce qu'elle date de ce matin, et elle ne m'a pas fait rire finalement, parce que ça traduit le conditionnement des esprits. Le drapeau de la France, c'est le drapeau de la France, point barre. Et moi, je suis très fier du drapeau de la France. Alors, quelques mesures. Alors, je vous en cite 5 pour ne pas vous donner un grand catalogue, et puis je conclurai. J'espère, cher ami, que je ne suis pas trop long. 5 mesures sur la politique. Il y a 5 parties: politique, économique, sociale, morale, culturelle. On intervient sur tous les niveaux. Sur la partie politique, la mesure phare, pour moi, elle est fondamentale. Je suis devenu un fanatique de cette mesure. Je suis un fou furieux de cette mesure. C'est le référendum d'initiative populaire. Sans le référendum d'initiative populaire, le système est trop puissant, nous n'y arriverons jamais. Il faut rendre le pouvoir au peuple. Référendum d'initiative populaire. Quand 2,5% du corps électoral décide d'un référendum, il y a référendum, et la décision l'emportant, ça a force de loi. On parlait tout à l'heure de l'espace Schengen. 82% des Français veulent la suppression des accords de Schengen. On ferait un référendum demain matin, je peux vous dire qu'on a les 2,5% du corps électoral qui acceptent le référendum, et la suspension des accords de Schengen est votée à, peut-être pas 82%, mais 70%. Et les accords de Schengen sont suspendus. Alors, il faut absolument qu'il y ait le référendum d'initiative populaire. Sur le plan économique, je propose une refonte de la fiscalité, très simple. Alors, on ne va pas en parler dans le détail, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il faut que j'accélère un peu pour ne pas être trop long. Sur le plan moral, je vous donne une mesure qui va vous surprendre parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais elle me semble extrêmement importante. Elle me semble fondatrice d'un redressement de la France sur les valeurs. C'est tout simplement une politique vigoureuse de lutte contre la pornographie en appliquant le code pénal. Le code pénal, dans plusieurs articles, prévoit des peines d'amende et de prison pour tous ceux qui promeuvent ou qui diffusent la pornographie. Je suis désolé, mais Marisol Touraine dépend de cet article du code pénal. On pourrait normalement l'attaquer pénalement. Et je pense qu'on est sur une vague déferlante qui est en train de ruiner littéralement la société. Je prendrai un dernier exemple, je n'en donnerai que 4, sur le plan culturel. Je suis là aussi un farouche partisan de la vraie liberté d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi nouvelle doit permettre à chaque famille de choisir librement l'établissement de son choix, sans aucun surcoût financier. Or aujourd'hui, par exemple, les écoles hors contrat ont un coût financier très lourd pour les familles, ce qui est un scandale, parce que dans la Constitution, la liberté d'enseignement figure en bonne et due forme. Et aujourd'hui, là encore, c'est la dictature larvée. On ne peut pas mettre ses enfants dans des écoles libres, parce que ça a un coût financier, et qu'en plus ça, c'est compliqué à monter. Donc aujourd'hui, il faut libérer le système, et l'éducation nationale devra simplement donner par établissement des subventions de fonctionnement liées au nombre d'élèves. Ça veut dire que si vous, madame, vous décidez de créer une école libre avec le matin tout ce qu'il faut pour préparer les enfants à avoir les diplômes nécessaires, mais l'après-midi vous voulez leur faire du piano, du violoncelle et du violon, eh bien, si vous avez 100 élèves qui veulent y aller, l'éducation nationale doit offrir le système permettant ce genre de choses. Donc, alors certains appellent ça le chèque éducation, mais voilà l'explication très simple. C'est budgétairement neutre et c'est nécessaire. Regardez le détournement, on parle du ministère de l'Éducation nationale. De quel droit l'État s'arroge-t-il la possibilité d'éduquer les enfants? Il n'a absolument aucun droit d'éduquer les enfants.
On avait jusqu'en l'entre-deux-guerres le ministère de l'instruction publique. C'était l'instruction. Les enfants devaient apprendre à lire, écrire, compter, arrivaient ensuite dans les études supérieures, ils étaient instruits. Aujourd'hui, l'éducation nationale n'instruit plus, mais éduque. C'est exactement l'inverse qu'on lui demande. Cher Najat Belkacem, tu arrêtes d'éduquer et je te demande d'instruire. Elle fait exactement le contraire. Donc là, il faut dire stop par un nouveau système. Voilà. Bon, j'arrête là les mesures parce que ça, je ne voudrais pas que ce soit le catalogue de la Redoute. Ces mesures sont vraiment essentielles. Nous verrons bien si nous arrivons à mener notre opération. Nous la menons vigoureusement. Et pour conclure, je vous dirai simplement une chose, c'est que... Bon, j'espère, cher Président. Et pour conclure simplement, ma seule demande, c'est que vous distribuiez, mais vous le faites certainement parce que vous êtes là, donc je vois bien votre profil de militant, il faut absolument secouer notre population endormie, qu'elle s'engage pour 2017, que la classe politique comprenne qu'on ne lui lâchera pas les mollets. Et si la classe politique comprend ça, nous pourrons arriver véritablement à un exploit, à changer le logiciel de 2017 et à faire en sorte que la France se redresse. En revanche, si nous perdons 2017, je veux bien être réinvité, mais là, je deviendrai zémourien à 100%. Le suicide français sera au bout du chou. Ce sera clair. Nous ne pourrons plus perdre la prochaine élection. Donc, il n'y a plus maintenant qu'à faire en sorte que nous mettions toute notre énergie. Et si l'élection est perdue, bien on fera comme les soldats de Napoléon, on dira ben, nous on y était, voilà, on était au combat. Et puis si on gagne, ben, on dira ben, voilà, on a gagné, et puis finalement on a réussi l'exploit de changer les choses. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.